Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne Recherche et Partage. J'ai pas pu mettre de vidéo le mois dernier, au mois de janvier, parce que j'ai reçu pas mal de nouvelles informations et je préférais attendre pour pouvoir faire cette troisième vidéo, qui est donc la dernière vidéo sur l'affaire des Templiers sont parmi nous. Le premier livre, le livre fondateur de l'affaire de Rennes-le-Château, à partir du moment où Gérard de Sède écrit ce livre, les Templiers, j'allais dire, entrent dans le domaine public, mais entrent dans le grand public, c'est-à-dire qu'il va quitter les chapelles ésotéristes, hermétistes, qui s'étaient appropriés l'ordre du Temple, pour rentrer dans le grand public et faire partie de la pop culture. Et il suffit de voir maintenant le nombre de films, le nombre de livres, le nombre de séries télévisées qui utilisent soit les Templiers, soit le Moyen-Âge, soit la chevalerie comme thème. Il suffit de voir également le nombre de marchés médiévaux, de fêtes médiévales, enfin de tout ce qui se passe en ce moment autour du Moyen-Âge, pour savoir que 1962, donc date de sortie de ce livre, est une date importante. Donc j'ai préféré attendre pour pouvoir terminer. Alors on va terminer avec trois thèmes importants. Alors le premier thème, c'est s'interroger. Ce livre a été un succès phénoménal. C'est un succès très étonnant. En 62, Julliard, quand il a sorti, n'imaginait pas que ça puisse être si important. Alors on va se poser la question, et on va se poser la question parce que c'est Gérard de Sède qui nous met sur la voie. Poser la question de savoir si ce livre aurait bénéficié de soutien occulte, c'est-à-dire s'il y avait un groupe de personnes dans les médias à cette époque-là qui auraient essayé de mettre en avant ce livre et de participer à sa promotion. C'est Gérard de Sède qui nous met sur la voie, donc on va d'abord essayer de parler de ça. On va... Après cette partie de savoir qui aurait pu faire la promotion du livre, on va, grâce à la sagacité, grâce à l'astuce d'une auditrice, de quelqu'un qui regarde les vidéos, et qui s'est donc réintéressée à cette affaire de Gisors, et elle a découvert que le livre « Les Templiers sont parmi nous » était dédicacé, mais la dédicace qui avait été faite par Pierre Plantard, elle avait été faite d'une manière cryptée. Et elle a réussi à décoder ce cryptogramme qui était visible depuis 1961, mais que personne n'avait jusqu'à présent décodé. Alors peut-être les gens l'avaient décodé, mais on ne le sait pas. Moi personnellement je ne le savais pas, tous les gens à qui j'en ai parlé ne le savaient pas, et je n'ai jamais lu aucun texte, et je n'ai jamais vu une vidéo qui parle de ce codage. Donc on va décoder, on va le faire ensemble, lui montrer comment c'est fait, et vous verrez que la dédicace est assez étonnante. Et là-dessus, nous allons passer au troisième thème de cette émission. Le troisième thème de cette émission, c'est un sujet important aussi, c'est la chapelle Sainte-Catherine. La chapelle Sainte-Catherine qui est apparue un peu tardivement lors de la réédition du livre « Les Templiers sont parmi nous » en 1980. Gérard de Sède a publié, a inséré une gravure d'une chapelle qui présentait comme étant la crypte qui se trouvait sous le château de Gisors. Alors cette gravure est connue, tout le monde la connaît, il n'y a aucun problème, mais là aussi, suite à des échanges avec un historien de Gisors, il m'a mis sur la voie, sans doute sans le faire exprès, sans doute d'une manière involontaire, de manière assez involontaire. Il m'a mis sur la voie et on a cherché, et on a trouvé, on a découvert, on sait maintenant d'où vient cette gravure. On sait que Gérard de Sède n'a pas truandé, n'est pas intervenu pour changer la légende, puisqu'il est bien marqué en dessous que c'est la crypte de Gisors Hall, la crypte sous le château de Gisors, qu'il était de bonne foi, mais que l'origine de cette gravure est quand même un peu spéciale. Vous allez voir, c'est très très étonnant.
Et la dernière, alors la dernière, c'est une plaisanterie, mais on a retrouvé trace d'un Arsène de Sinclair, donc c'est pas le grand-père ni l'arrière-grand-père de Pierre Plantard de Sinclair. Arsène de Sinclair a écrit un livre qui s'appelle Le prisonnier de Gisors. Alors on va s'interroger, parce que ce livre aussi, on le trouve à la Bibliothèque nationale, l'auteur est inconnu. Disons que le livre a des apparences d'un apocryphe, hein, qu'on connaît bien dans nos affaires, mais par contre on a la preuve qu'il a été déposé en 1874, le livre. Il a été déposé sous un faux nom, il a été déposé d'une manière originale à la Bibliothèque nationale, mais on vous donnera je vous donnerai les échanges qu'on a eus avec la Bibliothèque nationale au sujet de ce livre, Pierre Plantard de Sinclair. Donc voilà. Donc ça c'est le thème, les 4 sujets qu'on va aborder. Et d'abord, je voudrais rendre hommage à Jacques Bieler, Jacques Bieler qui est un des premiers chercheurs de Rennes-le-Château, qui est arrivé pour la première fois à Rennes-le-Château en 1962 et qui est décédé, qui est mort au mois de décembre 2023, à l'âge de 80 ans. Donc Jacques Bieler a été un passionné de Rennes-le-Château, quelqu'un qui a passé sa vie à Rennes-le-Château, sa vie familiale d'ailleurs en a souffert, hein, parce qu'il ne pensait qu'à ça. C'était un collectionneur compulsif. Il avait 120 classeurs remplis de documents, de notes, de photos qu'il a fait au cours de ses multiples voyages. J'ai eu la chance de le rencontrer dans sa maison en Bretagne. J'avais eu la chance donc avec lui de tenir un rapport Cros authentique, un rapport Cros qui lui avait été donné par René Chézat. René Chézat qui avait été chargé de distribuer le rapport Cros au début des années 60. Et c'est vrai que c'était un grand moment, cette visite chez le vieux chercheur, puisqu'on l'appelait le vieux chercheur. Donc voilà, le vieux chercheur est mort, paix à son âme, qu'il repose en paix, et puis merci pour tout ce qu'il a fait, notamment pour nous avoir permis de connaître le texte La puissance et la mort. Si le vieux chercheur ne l'avait pas copié à la main sur un petit classeur d'élèves, et là nous ne connaîtrions pas ce texte fondamental de Noël Corbu. Voilà. Donc ça c'était je crois que Jacques Bieler mérite cet hommage. Alors, on se souvient que Gérard de Sède, dans son livre, dans ce livre-là, nous raconte qu'il a écrit un article, que cet article est tombé sous les yeux de Pierre Plantard. Pierre Plantard l'a appelé et lui a dit, écoutez, vous avez mis les mains au plein milieu du trésor des Templiers, et de là, le livre naît, le livre avance. On s'est rendu compte que c'était absolument faux, que d'abord l'article qu'avait écrit Gérard de Sède avec Roger Lemoy parlait déjà du trésor des Templiers. J'ai découvert le trésor des Templiers, donc il n'y avait aucune ambiguïté. Ce n'est pas Pierre Plantard qui a parlé des Templiers à Gérard de Sède. Et deuxième découverte, on avait découvert que déjà en 1951, donc plus de 10 ans avant le livre et l'article de Gérard de Sède qui avait été écrit, il y avait déjà un article qui avait été écrit dans le Parisien libéré par Pierre Geoffroy, qui avait été écrit en compagnie de Roger Lemoy. Ce qui fait que Roger Lemoy avait déjà en 1951 essayé de monnayer son histoire, que c'est à ce moment-là qu'on avait inventé cette histoire de chapelle et qu'elle avait été reprise par la suite par Gérard de Sède. Donc, on sait que Gérard de Sède, on ne sait pas exactement la vérité à ce moment-là, mais on sait que Gérard de Sède ne dit pas lui la vérité. Il ment, alors peut-être parce que c'est un contrat d'écriture, que Gérard de Sède et Pierre Plantard ont décidé de faire un livre, et que ce livre, simplement, il y a un contrat d'édition qui dit que c'est Gérard de Sède qui l'écrira, mais il ne parlera pas des conditions dans lesquelles ce livre a été écrit, donc on ne parlera pas de Pierre Plantard, simplement comme documentaliste. Voilà, donc Gérard de Sède avait peut-être l'interdiction de parler des origines, peut-être. Toujours est-il qu'en 2003, donc 45 ans après l'écriture du livre, Gérard de Sède va écrire un dernier article sur Gisors. Il va mourir en 2004, Gérard de Sède. Donc c'est juste avant. Alors je ne crois pas que ça soit un testament, à moins que je ne connais pas les derniers jours de Gérard de Sède, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais
C'est un très long article où il revient sur cette affaire de Gisors. Et il va donc revenir sur la manière dont ça a commencé, comment ça a débuté. Il veut en parler. Donc, il écrit, là-dessus, j'écrivis un article dans un magazine People, ou un titreur, c'est ainsi qu'on les appelle, cru bon de présenter mon papier avec ce chapeau ravageur. Un ancien diacre affirme, j'ai trouvé le trésor du Templier. Alors là, je ne sais pas pourquoi, il met la tour de feu numéro 30, descente 63. La tour de feu, c'est un journal, c'est une revue poétique, c'est tout sauf un magazine People, et je ne vois pas ce que dans la tour de feu vient avoir là-dedans. La seule chose qu'ils auraient pu mettre, ils auraient pu ici Paris, et puis la date en 1961. Bref. Bien entendu, à l'insu de Lemoy et de moi-même, qui, ni l'un ni l'autre, n'avons jamais affirmé rien de tel. Donc, grosso modo, il dit, on n'a pas parlé des Templiers dans notre article, c'est le titreur du journal, d'ici Paris, qui a voulu faire un titre ravageur et qui nous a écrit ça, il avait trouvé le trésor Templier. Bon, c'est absolument faux. Gérard de Sède, quand il écrit son article, il cite, il parle des Templiers de la moitié de l'article, là, qui est sur une double page. Mais il cite les Templiers 12 fois. Il interroge le professeur Mallory. Alors tiens, en parlant de ça, le professeur Mallory vient de mourir. Je veux dire, c'est un peu... la semaine dernière, le professeur Mallory, qui a écrit Les Derniers Rois Tués, enfin il n'a pas écrit ça, mais c'est son livre le plus célèbre, Les Derniers Rois Tués. Le professeur Mallory est décédé il y avait 101 ans. Il est décédé la semaine dernière, et lui aussi a joué un rôle dans cette affaire. Les Templiers sont parmi nous. Je lui ai écrit, je lui ai envoyé plusieurs mails pour demander pourquoi il parlait des Templiers, parce que c'est une interview. Il est interviewé dans l'article de Gérard de Sède, et c'est lui qui parle des Templiers, et c'est lui qui parle du langage des pierres. Donc voilà. Donc Gérard de Sède parle des Templiers, il n'y a aucun souci. C'est pas donc le titreur qui a dépassé sa fonction en parlant des Templiers. Il continue dans l'article, toujours l'article de 2003, un peu le testament, au moins sur les Templiers sont parmi nous, sur l'affaire de Gisors, de Gérard de Sède. Il dit, donc à ce moment-là, il écrit cet article qui a un succès phénoménal. Je reçus une lettre de la directrice d'une agence littéraire me demandant d'écrire un livre sur Gisors, axé sur les déboires de Lemoy. Je n'avais pas encore écrit un livre entier, et j'étais totalement inconnu hors du cercle étroit des journalistes parisiens. Je me mis donc à l'ouvrage. Le livre écrit, j'en informais la directrice de l'agence en question, qui m'avait affirmé que sa diffusion en France et à l'étranger serait assurée par son réseau de correspondants. Or, avant même d'avoir eu à entrer dans les détails, elle me répondit qu'elle ne pouvait pas s'occuper du bouquin sans me donner la moindre explication. Voilà, on résume. Gérard de Sède écrit son article, l'article a un succès, il reçoit un coup de fil d'une agence littéraire qui lui dit qu'il faut que vous fassiez un livre et on a un réseau qui va diffuser votre affaire. Gérard de Sède, il est tout jeune à l'époque, Gérard de Sède, il n'a encore écrit aucun livre, il écrit dans ici Paris, on ne peut pas dire que ça soit très glorieux comme journal. Donc il est étonné, une agence littéraire l'appelle, lui demande d'écrire un livre, on lui dit ne vous inquiétez pas, on va faire la promotion de votre livre, et puis voilà. Bon, il écrit le livre est fini, l'agence littéraire lui dit oh, ça ne nous intéresse plus, on ne s'occupe de rien. Voilà. C'est Gérard de Sède qui continue, je continue à lire son article. Je me trouvais donc avec un livre inutile sur les droits. Heureusement, il finira par être publié, et ce fut un succès dont je serais le tout premier étonné si je n'avais pas été pleinement conscient que cette réussite est avant tout l'œuvre de mes amis. Georges Voltaire, qui avait su convaincre René Julliard de publier, Pierre Dumayet et Pierre Desgros, qui, non contents de présenter l'auteur dans leur célèbre émission télévisée, Lecture pour tous, avaient donc voilà, donc Gérard de Sède a le livre, il a écrit le livre, et il y a Pierre Desgros, Pierre Dumayet et l'ami Georges Voltaire qui vont aider au succès du livre. Ils vont
m'ont bien aidé, hein, parce que le livre, ça sera un succès, les rééditions, ils se sont fatigués de rééditer le livre, chez Julliard, et ensuite on fera une collection populaire hein, dans l'aventure mystérieuse. Et ce sera bon, un succès de librairie énorme. Alors, qui sont les gens qu'on trouve quand on fait des recherches, quand on reste avant la publication du livre, hein, quand on est dans la période entre 1951, période où Geoffroy rencontre Laumois, et 62, période où Gérard de Sède publie le livre, et parle de Pierre Plantard pour la première fois. Pierre Geoffroy, alors je vais vous dire, Pierre Geoffroy, c'est quelqu'un qui fréquente à l'époque, hein, parce que je vous l'ai dit, hein, dans la deuxième vidéo, on voit bien Pierre Geoffroy, il écrit on a ses notes, on a son carnet de notes, et on connaît au jour le jour sa vie à l'époque, sa vie professionnelle, on sait qui rencontre, on sait comment ça s'est passé l'affaire de Gisors, il reçoit un coup de fil, il se rend sur place, il fait une enquête, il fait son article, voilà, il rencontre Robert Bresson, il est intéressé par l'affaire de Gisors, il emmène donc le cinéaste avec lui, bref. Mais à l'époque, Pierre Geoffroy fréquente énormément Georges de Gaulle. Georges de Gaulle, qui est le grand journaliste qu'on connaît, l'homme de télévision, le père d'Antoine de Caunes, enfin, qui est le mari de Madame Joubert, de Jacqueline Joubert. Georges de Gaulle fréquente beaucoup Pierre Geoffroy à cette époque-là. Alors, je ne sais pas s'il s'occupe de l'affaire des Templiers à cette époque-là, mais il fréquente Pierre Geoffroy. On continue. Quelque temps après la publication de l'article de Pierre Geoffroy, il y a un article qui est écrit hein, dans le journal qui s'appelle La Presse et qui est écrit par Michel Moine. Michel Moine, c'est un parapsychologue, c'est un penduliste, hein, il vient avec son pendule à Gisors, il fait des études, c'est un éditeur hermétiste, pardon, c'est un ésotériste en fait, Michel Moine, et Michel Moine, il devient rédacteur en chef chez RTL. Donc, Michel Moine s'est intéressé à l'affaire de Gisors et il est nommé quelque temps après rédacteur en chef chez RTL et il est directeur de publication chez RTL et il participe à l'émission 10 millions d'auditeurs. Le professeur Mallory, dont je parlais tout à l'heure, professeur Mallory est un ami de Georges de Caunes et un ami de Pierre Geoffroy. Georges de Caunes partira avec le professeur Mallory au pôle Nord lors d'une des expéditions du professeur. Georges de Caunes a également travaillé à RTL. Georges Walter, qui, selon Georges de Sède, selon Gérard de Sède, c'est à lui, c'est à Georges Walter qu'on doit le succès du livre. Georges Walter, il travaille à RTL, il travaille à 10 millions d'auditeurs. André Lampe, qui fait partie du comité des amis de Gisors et qui va suivre pour RTL toute l'affaire de Gisors. Il travaille à 10 millions d'auditeurs, donc à RTL. À 10 millions d'auditeurs, dans cette émission, on trouve également Guy Lux, on trouve également Pierre Desgros. Tous des gens donc, qui travaillent à RTL. Là, ce dont je parle, ça se passe entre 59 et 62. Souvenez-vous, en 61, le 29 avril 1961, a lieu à Rennes-le-Château cette fois-ci, l'émission qui va rendre célèbre l'affaire de Rennes-le-Château, avant même l'arrivée de Charroux, c'est La Roue tourne. Tout le monde se souvient où Noël Corbu est déguisé en abbé Saunière. Qui travaille à La Roue tourne? Qui présente La Roue tourne? Guy Lux et Georges de Caunes. C'est-à-dire qu'on trouve autour des gens qui ont écrit ce livre, selon même l'avis de Gérard de Sède, qui le dit, c'est grâce à ces personnes-là que j'ai réussi. Toute une équipe de gens, toute une équipe de journalistes qui travaillent à RTL. Alors, est-ce que RTL avait des accointances avec la Julliard, avec la Maison des Sons? Je ne sais pas. Est-ce que tout RTL s'est mobilisé pour aider Gérard de Sède à vendre son livre? Je ne sais pas, ça m'étonnerait quand même. Hein. Mais il faut remarquer qu'il y a qu'il y a quand même une coterie, qu'il y a quand même un groupe de personnes qui travaillent tous dans la même émission, 10 millions d'auditeurs sur RTL, qui est la plus grande émission, hein,
d'RTL à l'époque. C'est même pas RTL, on dit c'est Radio Luxembourg. Radio Luxembourg à l'époque, 10 millions d'auditeurs, ça se déroule juste avant La Famille du Raton et juste avant le journal du soir. Donc c'est vrai, la France entière écoute cette émission. Tous les gens qui travaillent là vont participer au succès du livre de Gérard Bosset. Alors, on va retenir qu'un groupe de journalistes de RTL est intéressé à ce que ce livre ait du succès. Voilà. Maintenant, on va revenir au livre. Le livre, donc, c'est un roman, hein, c'est une histoire, on l'appelle un roman, il y en a qui l'appellent un roman, c'est bien, il y en a qui disent un essai. Il se compose d'abord de l'histoire de Gisors, hein, qui s'appuie sur les travaux de Roger Lemoine, sur les recherches de Lemoine, sur l'histoire du château de Gisors, et il s'appuie beaucoup sur un texte, qu'on verra un peu plus tard, sur un livre qui s'appelle Le prisonnier de Gisors, qui est l'histoire d'un prisonnier. On n'a jamais bien identifié qui était vraiment ce prisonnier, mais il y a beaucoup de romanciers qui se sont intéressés à cette histoire, et Gérard Bosset s'appuie également sur le prisonnier de Gisors, qui lui aussi serait passé par cette fameuse chapelle en s'évadant. Et à la fin du livre, à la fin d'un temps qu'ils sont parmi nous, il y a une annexe qu'on appelle l'annexe 1 qui s'appelle Point de vue d'un hermétiste. Hein, donc c'est une annexe qui est rajoutée à la fin du livre. Ces questions, ce piquet, cette annexe a été déposée d'une manière indépendante à la Bibliothèque nationale en 1961. En 1961, Pierre Plantard va déposer ce livre, comme il fait d'habitude, hein, comme il a fait pour les apocryphes de Rennes-le-Château, comme il fait souvent, il dépose le livre. Donc il y a l'affiche, voilà, hein, vous voyez là comment dirais-je, la couverture du livre. Ça s'appelle Gisors et son secret. Voilà, et c'est le même texte, à peu de choses près, hein, il y a quelques différences, mais pour faire plus simple, c'est le même texte que celui qu'on trouve à la fin du livre Les Templiers sont parmi nous. Et on voit, regardez bien, sur le côté, il y a sur le côté droit et dans le bas du livre, on voit un cryptogramme, hein, d'abord vertical, puis horizontal, et on est tenu de comprendre que c'est un code. Hein, on le voit, c'est comme ça que ça se présente à la Bibliothèque nationale. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas un texte, bon, on le voit bien là. Hein. Vous voyez, c'est la BNF, c'est Gallica, les idéogrammes, le cryptogramme, et le livre est déposé avec le cryptogramme à la Bibliothèque nationale. Ça n'a pas été rajouté plus tard. Alors, des cryptogrammes comme ça, bon, généralement, on sait à peu près ce que c'est. Hein. C'est ce qu'on appelle le cryptogramme, on appelle ça le code templier. Bon, je ne sais pas si les Templiers utilisaient ce code-là, mais bon, ça s'appelle comme ça, le code-là. C'est d'une simplicité enfantine. Hein. Vous voyez là, maintenant je le mets à l'écran. Ah ouais, ce sont des croix, hein, avec les lettres qui sont... on met les 26 lettres de l'alphabet dans les cases et dans les espaces qui sont générés par ces figures géométriques. Et pour coder les lettres, hein, c'est simple, vous voyez, donc en haut à droite, la cornière qui regarde vers la gauche, c'est le A, le U, c'est le B, la cornière qui regarde à droite, c'est le C, etc., etc. Et c'est comme ça. Alors, parfois, il y a des difficultés. Parfois, toutes les lettres ne sont pas incluses, hein, dans le diagramme, parce que les codeurs n'ont pas besoin du I et J, c'est la même chose, W, K, ils les retirent. Donc voilà. Mais le principe est le même. C'est une double croix avec des lettres, et on utilise les figures qui sont générées, et on écrit le code, ce qu'on veut écrire. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de... Mais quand on le fait, donc quand on fait le code avec... quand on essaie de décoder ce qui est écrit sur la couverture du livre avec ce code-là, on n'arrive à rien.
on n'arrive à rien, ça ne veut rien dire, on trouve des lettres, hein, des lettres, mais on essaie, bon, on a essayé de faire des anagrammes, bon, on n'arrive à rien, c'est pas quelque chose de clair, et de toute manière, c'est un code comme ça, un cryptogramme comme ça qui est mis sur une couverture, ça doit a priori être relativement simple à décoder, à partir du moment où on connaît, hein, on connaît le code, hein, on connaît la clé. Et en fait, la clé, elle nous est donnée dans le livre. Dans le livre, on nous donne la clé. Alors, je vais le lire parce que peut-être on ne le voit pas bien à l'écran, hein, certains ont des petits écrans donc on ne le voit pas bien, mais il dit tout, donc c'est Pierre Plantard qui parle là, toutes ces constructions nécessitent ainsi l'utilisation de la planche du carré de Troie, et cela aussi le voyageur le sait. Ainsi détermine-t-on l'orientation des portes, entre parenthèses porta. Alors évidemment, il y a un galimatia hermétiste qui ne veut absolument rien dire, hein, c'est simplement dire que le voyageur, c'est-à-dire celui qui veut décoder, eh ben, il faut qu'il utilise le carré de Troie. Alors, quand on parle de carré de Troie dans l'univers de Pierre Plantard, on parle des carrés magiques de Troie. Carré magique de Troie, c'est ça, un carré magique de Troie. C'est-à-dire, c'est un carré de 3, vous voyez, de 3 cases, hein, sur 3. On met des chiffres, et le total des chiffres, que ça soit d'une manière verticale, d'une manière horizontale ou en diagonale, ça fait toujours 15. C'est toujours la même chose. Ça, c'est un carré magique de 3. Voilà. Alors, on a un code templier, dont on connaît la règle, hein, c'est-à-dire une cornière, c'est A, qu'on essaie, ça ne marche pas. Lui, il dit, prenez le carré magique et peut-être que ça ira mieux. Donc, on fait ça. Donc, on prend le carré magique de 3, qui est comme ça, que Pierre Plantard donne dans le livre, hein, il le donne. Et on comprend qu'il faut mettre dans la case où on trouve le 1, on va mettre A, on trouve 2, on va mettre B, où on trouve 3, on va mettre C, et ainsi de suite. Et grâce à ça, on va pouvoir essayer de décoder le cryptogramme qui se trouve sur la couverture. C'est Pierre Plantard qui nous dit, le voyageur sait qu'il doit utiliser le carré de 3, le carré magique de 3. Donc, on va faire ça, et on va essayer, et on va voir si on trouve quelque chose. Voilà. Alors là, si on voit pas très bien, hein, mais parce qu'on a voulu concentrer. Donc on refait les croix avec la nouvelle disposition, hein, c'est-à-dire qu'on ne met plus le A en haut, mais on le met en deuxième position. On voit qu'il faut, comment on change, grâce au carré magique, comment on va changer les lettres pour accéder au bon code. Et quand on applique ce code à la couverture, on arrive à cette dédicace à la gloire du grand architecte de l'univers. C'est quand même pas innocent. Le livre qui termine les Templiers sont parmi nous, c'est-à-dire une question posée à un hermétiste, qui s'appelle Gisors et son secret, est dédicacé et dédié au grand architecte de l'univers. Alors qu'est-ce que c'est le grand architecte de l'univers? Évidemment, ça a une connotation, maçonnique, hein, il n'y a pas de secret. Hein, c'est en usage dans les milieux maçonniques depuis le XVIIIe siècle à peu près. Hein. Par contre, et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que le Grand Orient de France l'a abandonné à la fin du XIXe siècle, où il a vraiment voulu marquer son territoire en disant que c'était un courant maçonnique laïque, et donc il a abandonné toute référence à un grand architecte de l'univers. Donc, il n'y a plus que ce qu'on appelle les spiritualistes, hein, les loges spiritualistes, les loges du rite écossais notamment, anciens, etc., qui utilisent l'expression. Alors il y en a qui l'utilisent parce que, comme un principe créateur, hein, comme pas mal d'athées, hein, qui considèrent que le grand architecte de l'univers, c'est un principe créateur, mais qui n'est absolument pas révélé, et
qui n'a pas de relation particulière avec les hommes, ou les francs-maçons qui sont quand même déistes et qui pensent, eux, qu'il y a une part de religiosité dans cette appellation. Bon, voilà. C'est étonnant parce que Pierre Plantard a été formé par le Grand Orient en France, mais il l'a quitté. Alors, on ne sait pas exactement s'il l'a quitté, s'il s'est fait renvoyer ou s'il n'a pas toujours été qu'il n'y est plus. Et c'est étonnant qu'il utilise, lui qui a été formé, j'allais dire, chez les gens qui ne croyaient pas et qui ne voulaient pas utiliser l'expression à la gloire du grand architecte de l'univers, qui dédicace ce livre, Les Templiers sont parmi nous, au moins Gisors et son secret, mais pour Pierre Plantard, c'est la même chose, au grand architecte de l'univers. Alors, personne ne l'avait trouvé, donc encore une fois, merci à la chercheuse masquée de cette découverte, et bravo surtout, mais c'est quelque chose qui n'est pas innocent, hein, parce que, rappelez-vous, c'est le premier livre de nos affaires. Gisors et son secret, c'est le premier apocryphe. Faut-il considérer que tout ce qui va suivre dans la carrière de Pierre Plantard peut être dédicacé au même grand architecte de l'univers? À chacun de choisir. Quoi, toujours est-il, on sait maintenant que ce livre, à la gloire du grand architecte de l'univers, a été promotionné par un groupe de journalistes qui travaillaient tous à RTL. De là à imaginer qu'il y avait une loge maçonnique ou qu'il y avait un fort groupe de maçons qui travaillaient à RTL, chacun est libre de choisir. Voilà, donc on va aborder maintenant le deuxième thème, hein, de l'émission, c'est-à-dire la partie, la réédition, la chapelle de Sainte-Catherine, hein, ce que j'avais présenté comme étant le problème, le mystère de la chapelle Sainte-Catherine. Alors comment commence cette histoire? En 1980, Gérard de Sède va faire rééditer son livre dans une collection luxueuse chez Jean de Bonneau. Donc la version, elle sera revue et augmentée, hein, comme on dit. Dans ces cas-là, hein, il faut bien, pour vendre le livre, il faut bien rajouter quelque chose. Et je crois qu'en plus, il voulait se démarquer du premier livre qui était vraiment teinté, hein, des opinions de Pierre Plantard. Et contrairement à Pierre Plantard, qui ne croyait plus à l'Aumois, Gérard de Sède a toujours cru que l'Aumois avait atteint cette chapelle souterraine. Alors il ne savait pas s'il y était vraiment entré, s'il avait aperçu, mais il a cru jusqu'à sa mort d'ailleurs, il a cru que l'Aumois avait atteint cette chapelle. Et dans son livre, dans son nouveau livre, donc il publiait une gravure qui représentait une chapelle souterraine qui était vide et il présentait parce que la chapelle était légendée ainsi, la crypte du château de Gisors, Claret. La légende est en anglais, Claret, ça veut dire donc nettoyer, vider. Grosso modo, cette légende disait c'est la crypte du château de Gisors quand elle était nettoyée. Cette gravure datait visiblement du 19e siècle, et Gérard de Sède, on ne sait pas comment il avait obtenu cette gravure, c'est sans doute pas des recherches, hein, sans doute quelqu'un lui a fourni, mais quand il a eu cette gravure, Gérard de Sède s'est posé la question, il dit, il y a effectivement une chapelle sous le château de Gisors, puisqu'au 19e siècle, il y avait une gravure qui le prouvait. Gérard de Sède a toujours été persuadé que le livre de l'abbé Bourdet, donc certaines pages avaient disparu, possédait également, hein, une représentation de cette chapelle. Donc la découverte de cette gravure le confortait dans son idée. Il était tellement certain d'avoir raison, il était tellement certain que cette gravure était sous le château de Gisors, qu'il envoie une lettre au docteur Dardel, et il dit au docteur Dardel, écoutez, voilà, j'ai trouvé cette gravure, je l'ai publiée dans mon livre, vous pouvez, cette gravure d'ailleurs se trouve dans un musée français, au musée des arts décoratifs, rue Réaumur à Paris, vous pouvez y aller si vous voulez, voilà. Et la légende prouve que ce n'est pas une crypte sous une église,
mais c'est bien une crypte sous un château, Gisors Hall, sous le château de Gisors. Alors, le docteur Dardel, on ne connaît pas la réponse qu'il avait, mais il a accusé réception de la photo, puisqu'effectivement, il était bien obligé que c'était visiblement pas un faux, on voyait que c'était pas un faux. Peut-être qu'il allait vérifier si la photo se trouvait bien d'ailleurs au musée des arts décoratifs. Enfin, toujours est-il que on disait hein, à l'époque à Gisors, cette gravure, elle représente une crypte, mais qui n'était pas dans l'enceinte du château. C'est une ancienne chapelle, effectivement, la chapelle Sainte-Catherine, mais elle ne se trouve pas dans l'enceinte du château. C'est ce que disait, par exemple, Jean-Luc Chaumet, quand il reparle de cette histoire, il en a reparlé souvent, on en a parlé dans le Testament de Prédirection. C'est grosso modo l'idée qu'on avait de cette crypte, elle n'était toujours pas sous le château de Gisors. Il n'y avait que Gérard de Sède qui croyait que cette crypte se trouvait sous le château de Gisors. Et il faut bien dire que la légende semblait le prouver. Hein. C'était pas une idée en l'air de Gérard de Sède. Alors, j'ai été amené à parler de cette gravure. Cette gravure, je connaissais l'histoire, mais bon, je ne me cassais pas trop la tête hein, de savoir d'où elle venait. Mais au cours de mes échanges, hein, pour faire des recherches, pour faire les vidéos, pour constituer les vidéos, c'est un correspondant, un historien de Gisors, qui m'a mis sur la voie en me disant qu'il possédait ces gravures et que ces gravures, elles ne représentaient pas un édifice de Gisors, mais que lui possédait la gravure. Je lui dis tiens, c'est étonnant puisque personne, tout le monde dit qu'on ne sait pas d'où vient cette gravure. Hein, même M. Godard, hein, qui est très au fait, qui est la personne la plus au fait maintenant à Gisors de toute l'affaire des Templiers sont parmi nous, ça fait 40 ans qu'il s'occupe de l'affaire, il ne connaît pas l'origine de la gravure. Je lui ai demandé. On a fait des recherches et on a réussi à trouver d'où vient cette gravure. En fait, cette gravure elle représente une crypte qui se trouvait à Londres. Elle a disparu maintenant. Mais ça se trouvait à Londres. Et pourquoi ça s'appelle Gisors Hall? C'est simplement parce que c'était la crypte qui se trouvait sous la maison du maire de Londres qui s'appelait John of Gisors, Jean de Gisors, au XIVe siècle. Et cette gravure, elle avait été mise d'une manière, alors c'est pas, je viens un peu, parce que je me suis enquêté évidemment au musée des arts décoratifs, elle avait été insérée dans un dossier au musée des arts décoratifs et elle était positionnée dans un dossier relatif à Gisors. Il y avait une quinzaine de pages qui montraient les églises de Gisors et elle avait été rajoutée à la fin. Ce qui fait qu'on pouvait croire de toute bonne foi que cette gravure représentait un édifice qu'on trouvait à Gisors et sous le château puisqu'il était écrit en dessous. Alors, donc voilà, hein, rapidement, Gérard de Sède publie une gravure qui croit être de Gisors, qui croit être la chapelle qui se trouve sous le château de Gisors. En fait, c'est une gravure d'une crypte sous le château de Gisors, mais de Jean de Gisors, qui habite à Londres. Hein, alors, peut-être que Jean de Gisors a un rapport avec la ville de Gisors, c'était peut-être un enfant du pays, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre la Normandie et la Bretagne à l'époque, hein, et Londres à l'époque. Donc, ce serait pas étonnant, mais au niveau du bâtiment, au niveau de l'édifice, il n'y a pas de question. Cette gravure représente un monument qu'on trouve à Londres, et pas à Gisors. Donc nous nous sommes rapprochés du musée des arts décoratifs en posant la question, en disant est-ce que cette gravure se trouve, on donnait la référence exacte, hein, Gérard de Sède donne la référence exacte de l'endroit où se trouve cette gravure. La bibliothécaire, d'une manière très gentille, elle a répondu très rapidement, elle a dit oui, effectivement, il y a cette gravure présente et elle nous a envoyé, donc voilà, c'est ce que vous voyez. Hein. Donc vous voyez une petite photo qui est collée sur une feuille et qui représente la gravure que Gérard de Sède a publiée dans son livre. Et bon, après je repose la question, je me dis est-ce que c'est possible que quelqu'un aurait ajouté cette gravure
d'une manière clandestine. Hein, c'est quand même... on ne serait pas étonné, hein, quand on connaît tous les gens qui ont travaillé autour des affaires de Gisors, de Mathieu Château, de Senet, on ne serait pas étonné de trouver un faux à l'intérieur. La manière, en plus, la manière dont ça se présente, il y a une grande feuille, c'est collé dans un coin, ça a l'air d'être une gravure qui a été découpée dans un livre d'histoire, dans une revue, voilà. La bibliothécaire nous répond non, absolument pas. Ça fait partie de la collection de M. Marcier, qui était un collectionneur un peu... qui achetait des lots de gravures au début du siècle, au début du XXe siècle, qui achetait des lots de gravures et qui les collait et qui a fait une collection extraordinaire. Moi, j'ai connu des gens, hein, quand j'étais plus jeune, qui avaient également des collections où ils collaient tout ce qu'ils trouvaient sur des cahiers et puis qui gardaient, c'était leur collection. Et visiblement, M. Marcier faisait partie de ces gens-là. Et donc, là, je vais lire exactement hein, ce que dit la bibliothécaire. Cette image a été collée dans cet album entre 1890 et 1911. Jules Massier était un collectionneur chineur qui, pour enrichir la collection iconographique de la bibliothèque, achetait des images en vrac sans en connaître forcément la provenance. L'image a été collée dans la collection à la suite de 8 feuilles consacrées à l'église de Gisors, exemple en plage jointe. Donc je vous remets, on voit bien que les feuilles, les autres feuilles qui correspondent à l'église de Gisors et qui, elles, sont garanties appartenant à M. Massier, sont du même genre que celles dont on posait la question. Pour Jules Massier, il n'y avait pas d'hésitation, cette image représentait la crypte de l'église de Gisors. Voilà. Qui a donné cette information à Gérard de Sède? Je ne sais pas. Mais je pense, et c'est là où je remercie M. Millon, tout à l'heure René Millon, et c'est là où René Millon va intervenir, je ne sais pas comment Gérard de Sède a eu l'information, mais je ne pense pas que la photo qui est publiée dans le livre soit issue de la gravure qu'on trouve au musée des arts décoratifs. Pourquoi? Parce que la personne à qui Gérard de Sède a demandé d'aller faire la photo de cette gravure qu'on trouvait au musée des arts décoratifs, René Millon, est allé, il a fait la photo et il a conservé le négatif. Et il a mis ce négatif à notre disposition. Vous voyez le négatif. On voit bien, c'est le négatif de la photo que René Millon a pris. Mais on voit également que ce négatif n'a pas pu servir à faire la photo qui est publiée dans le livre de Jean de Bonneau. Le négatif n'est pas précis, on voit le cachet du musée, alors que la photo, la gravure que l'on trouve dans le livre, elle est nette, elle est claire. Donc je suppose que quelqu'un a voulu manipuler Gérard de Sède. Alors qui? Quelqu'un de Gisors, quelqu'un des milieux, quelqu'un d'ami de Plantard, qui a fait la découverte, en lui faisant parvenir cette gravure, en lui disant « j'ai trouvé la gravure de la chapelle que l'Aumois cherchait ». Gérard de Sède a vu cette gravure et il a vu la légende, la crypte du château de Gisors nettoyée. Donc il s'est dit, c'est pas possible. Et la personne qui lui a dit, mais si, tu peux aller vérifier. Elle se trouve au musée des arts décoratifs de Paris. Et là, Gérard de Sède demande à son ami René Millon pour aller vérifier. Il dit, est-ce que tu pourras aller vérifier que cette gravure se trouve bien au musée des arts décoratifs? René Millon y va, il fait une photo, il envoie à Gérard de Sède, et Gérard de Sède dit, effectivement, la gravure qu'on m'a donnée, c'est bien la gravure qui représente la chapelle qui se trouve sous le château de Gisors. La preuve, c'est qu'au musée des arts décoratifs de Paris, on trouve cette photo et ça dit la même chose dans le dossier consacré à Gisors. Donc Gérard de Sède est de bonne foi. Quand il écrit jusqu'en 2003, un an avant sa mort, il dira toujours « si cette chapelle, elle se trouve sous la motte ». Il est de bonne foi. Alors, est-ce qu'il s'est fait manipuler pour qu'on le fasse passer pour un naïf, pour qu'on rajoute encore une fois, ou pour qu'on relance l'affaire de Gisors? Ou est-ce que l'affaire, elle s'est déroulée, tous les gens
tous les gens qui étaient au courant de cette affaire pensaient vraiment que c'était une crypte de Gisors, donc, encore une fois, hein, qui ne se trouve pas, cette chapelle Sainte-Catherine ne se trouvait pas sous la motte de Gisors, mais à côté, un peu plus loin. Donc, je dis, c'est ce que disait Jean-Luc Chaumeil, c'est ce que disaient beaucoup de personnes, hein, il y a beaucoup de gens qui prétendaient ça. Mais je vous dis, quand j'ai reçu pardon, cette correspondance d'un historien de Gisors qui me dit que lui savait que la chapelle ne représentait pas un édifice de la ville de Gisors, on peut se poser la question de savoir si Gérard de Sède n'a pas été manipulé. Alors peut-être a-t-il été manipulé, mais au moins il n'a pas menti, il était de bonne foi quand il nous parlait de cette chapelle. Alors, dernière partie de l'émission d'aujourd'hui, l'affaire Arsène de Saint-Clair. Alors, je vous résume la manière dont ça s'est passé. En 86, Jean Marcal a sorti un livre sur Gisors et le trésor des Templiers, ce qui avait énervé la société historique de Gisors et de tous les gens qui s'étaient déjà battus contre Gérard de Sède 20 ans avant pour essayer de remettre, de dire la vérité, de dire exactement ce qu'il en était de ce château de Gisors et de cette chapelle souterraine qu'il considérait comme farfelue. Donc Jean Marcal annonce un livre, eux ils avaient été surpris de la sortie des Templiers sont parmi nous de Gérard de Sède, ce qui fait qu'ils se préparent et un groupe d'historiens commence à collationner des arguments et ils éditent une brochure d'ailleurs hein, pour dire la vérité sur le château de Gisors. Et attaché à cette brochure, il existait une bibliographie et ils avaient absolument répertorié tout ce qu'ils avaient trouvé qui était relatif, que ce soit des articles de presse ou que ce soit des livres, des romans qui avaient un rapport avec Gisors et le prisonnier de Gisors, le château de Gisors. Tout ce qui avait été écrit sur Gisors était donc répertorié dans cette bibliographie. Cette bibliographie, je l'ai eue en main, on me l'a fait parvenir hein, par mail lors de mes discussions, et j'ai donc été surpris, pour le moins très surpris de voir qu'un Arsène de Saint-Clair avait écrit un livre au XIXe siècle qui s'appelait Le prisonnier de Gisors. C'était trop beau pour être vrai, je veux dire, dans un premier temps, j'ai écrit à la personne qui m'avait envoyé cette bibliographie, en lui demandant, j'avais jamais entendu parler, vous tapez sur la Bibliothèque nationale, Arsène de Saint-Clair, le prisonnier de Gisors, personne, on n'en parle pas, sur Internet on n'en parle pas, donc je me demandais ce que c'était que cette publication. J'avoue, j'imaginais que c'était Pierre Plantard qui avait déposé dans une bibliothèque, à Gisors peut-être, une bibliothèque avait déposé ce livre et que ça avait été répertorié comme faisant partie, comme étant un livre normal. Donc je demande à l'historien qui m'a envoyé cette bibliographie, et il me dit non, pas du tout, j'ai eu ce livre en main. Ce livre en main, il n'y en avait qu'un exemplaire d'ailleurs, hein, cet exemplaire on l'a trouvé chez un érudit de Magny-en-Vexin, qui se trouve à côté de Gisors, qui était un collectionneur, qui a écrit un livre d'ailleurs, quelque temps après l'apparition du livre de Gérard de Sède, et c'est sans doute à cette occasion qu'il avait récupéré l'exemplaire de ce livre, le prisonnier de Gisors d'Arsène de Saint-Clair. Malheureusement, le fonds d'archives de cet érudit a disparu lors d'un dégât des eaux. On est désolé, mais on n'a plus la preuve de ce que j'avance. Mais j'ai eu ce livre en main, je peux vous garantir que c'était un livre qui avait une couverture où il était marqué « Le prisonnier de Gisors, Arsène de Saint-Clair ». Voilà. Alors, il y avait d'autres précisions, il disait que c'était le même texte qu'un texte qui avait été écrit quelques années avant par Madame Simon Codeil, qui est un auteur et qui avait effectivement écrit également sur Gisors. Ah, toujours est-il que, on ne s'est pas chamaillé, mais la personne de Gisors m'a répondu non, je peux vous dire que c'est vrai, Pierre Plantard n'a rien à voir là-dedans, d'ailleurs, il dit je ne connaissais même pas Pierre Plantard. Il faut savoir que les gens de Gisors n'ont connu Pierre Plantard qu'au très tard, cette année, hein.
donc cette année, puisque c'était il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en négociation, enfin pas en négociation, en discussion avec des gens de la Société historique de Gisors, les gens ne connaissaient pas Pierre Plantard, ils ne savaient pas qui il était, ils ne savaient pas qu'il était intervenu dans la mise en place du projet Gisors. Il dit, mais je peux vous garantir que c'est un vrai livre, il n'y a pas de problème. Donc on s'est rapproché de la Bibliothèque nationale en expliquant que j'ai envoyé la couverture que j'avais reçue, j'avais la couverture du livre, vous la voyez. Voilà, on a cette couverture de livre, mais par contre, on n'en trouve pas trace à la Bibliothèque nationale. Voilà. Par contre, on pense que le véritable livre qui est à l'intérieur de la couverture, le véritable livre, c'est un livre de Madame Simon Candeille, et on vous demande de vérifier. Donc le bibliothécaire nous a rappelé quelque temps après en disant effectivement, nous on ne connaît pas Arsène de Saint-Clair, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'Arsène de Saint-Clair au répertoire, donc effectivement on n'a pas ces livres. Par contre, on connaît bien Madame Candeille, évidemment, puisqu'elle a écrit beaucoup de livres, c'est une artiste du début du 19e, qui a écrit, qui était fanatique de Napoléon, qui a ensuite, qui a été actrice, c'est une dame qui est très connue, qui a écrit un nombre important de livres, donc on la connaît évidemment, mais par contre, on ne trouve pas ces livres. Quand on va rechercher au Cotte, qui donne le livre Le prisonnier de Gisors de Madame Candeille, on tombe sur 2 livres incomplets, sans couverture, et quand on lit, c'est effectivement le texte du prisonnier de Gisors. Donc, le bibliothécaire dit, je vais refaire des recherches, parce que c'est vraiment étonnant cette histoire. Donc voilà, pour résumer la situation, nous, on a quelqu'un qui nous dit, si ce livre existe, je peux vous le garantir, je l'ai eu en main. Par contre, c'est peut-être pas l'auteur, c'est peut-être une reprise, c'est peut-être un plagiat, il s'est juste approprié le texte pour le vendre dans une collection populaire, ça se faisait très souvent au XIXe siècle. Voilà, mais c'est tout ce que je peux dire, mais ce livre existe et je l'ai eu en main. À la Bibliothèque nationale, on ne connaît pas cet Arsène de Saint-Clair, par contre, on connaît le livre, évidemment, de Madame Candeille, mais il n'y a pas de couverture, et il n'y a pas de page de titre. Donc on a les 2 livres qui se trouvent à la Bibliothèque nationale. Par contre, on est incapable de vous dire qu'il a écrit officiellement, puisqu'on n'a pas la couverture et on n'a pas la page de garde. Alors, il s'est renseigné, le bibliothécaire, il a continué ses investigations. Il a trouvé à l'intérieur d'un des livres, il a trouvé des publicités pour le livre, donc vous les voyez, qui avaient été faites pour Fleury, et on a continué nos recherches en se disant, bon ben voilà, il n'y a pas, a priori, il n'y a pas de, j'en parlerai après, mais a priori, il n'y a pas d'escroqueries qui ont été faites au XXe siècle, mais peut-être une escroquerie a été faite au XIXe siècle. Et effectivement, cet Arsène de Saint-Clair, c'est un pseudonyme, on l'a retrouvé ça, parce que Arsène de Saint-Clair est cité comme illustrateur d'un pastiche, d'une parodie d'un roman de Victor Hugo, L'homme qui rit, qui a été, donc ce pastiche a été écrit par Mario Harris et Anatole Le Guillois, et on trouve des illustrations donc d'Arsène de Saint-Clair. Et il semblerait qu'Arsène de Saint-Clair soit un des pseudonymes de Mario Harris. Mario Harris était un écrivain, mais il parodiait beaucoup, il vivait en exil à Bruxelles, il avait eu des problèmes avec la censure, il faisait des pastiches, il faisait des livres, il faisait pas mal de choses, et il avait une multitude de pseudos, son activité lui imposait, parce qu'il écrivait par exemple des livres sur les maisons closes de Bruxelles, où il jugeait la qualité des bordels. Enfin bref, c'était quelqu'un qui devait être assez particulier, et quelqu'un qui a un bon vivant en tout cas, et donc il avait une multitude de pseudos, et dans ces pseudos, il avait Arsène de Saint-Clair. Voilà. Alors a priori, en 1874, bon, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, quid de Pierre Plantard de Saint-Clair? Parce que je veux dire, l'affaire est trop belle pour être comme ça, pour qu'on la laisse passer. Il est évident, Pierre Plantard, quand il écrit
quand il participe à l'écriture avec Gérard de Sède des Templiers sont parmi nous et de l'Ordre de Rennes, il s'appelle Pierre Plantard. Il s'est appelé Pierre de France, parfois il s'appelle Chirène, mais là il s'appelle Pierre Plantard. Hein, dans le livre Les Templiers, hein, dans les Templiers, quand il est interrogé, il s'appelle Pierre Plantard. Il n'y a pas d'autre, pas d'alternative, c'est Pierre Plantard. Il prendra ce pseudonyme Pierre Plantard de Saint-Clair bien plus tard, autour des années 80, parce que l'apocryphe, le premier apocryphe qu'il signera, Pierre Plantard de Saint-Clair, je crois que c'est un apocryphe sur Victor Hugo. Donc c'est à peu près à cette époque-là. Alors est-ce que quand il fait son apocryphe sur Victor Hugo, et quand il fait des recherches sur Victor Hugo, il trouve peut-être ce pastiche d'Arsène de Saint-Clair? Arsène de Saint-Clair, ça lui rappelle évidemment, bien évidemment, la liste des grands maîtres du prieuré de Sion, puisque les premiers grands maîtres du prieuré de Sion, ce sont tous des gens de Gisors et des gens et de la famille de Saint-Clair. Cet Arsène de Saint-Clair, et là, il y est pour rien, mais en 1875, il a écrit un livre qui s'appelle Le prisonnier de Gisors. Pour moi, l'affaire est trop belle pour Pierre Plantard. Et Pierre Plantard, qui, à l'époque, change de pseudo, hein, je ne veux pas dire comme il change de chemise, mais on le sait, même Gérard de Sède, dans son dernier article en 2003, il se moque un peu, hein, Pierre Plantard, qui est toujours en train de changer de pseudonyme, il s'en moque. Donc, peut-être voulait-il le prendre parce que c'est vrai. Mais je suis presque certain que quand Pierre Plantard, parce que Pierre Plantard lui, il a vu Arsène de Saint-Clair, c'est un monsieur Plantard qui avait accès à des bibliothèques, qui avait un réseau d'informateurs exceptionnel. On le voit quand dans certaines recherches, les bibliographies qu'il donne pour ses productions, elles sont tellement pointues, tellement précises, qu'il a vraiment un talent de bibliophile et qu'il est capable de retrouver des choses que les autres ne trouvent pas. Et je pense que lui, il a trouvé cet Arsène de Saint-Clair. Cet Arsène de Saint-Clair qui écrit un livre sur Gisors, sur le prisonnier de Gisors, je crois que ça lui va bien. Et je crois qu'il prend ce pseudo, alors peut-être pas pour, encore une fois, peut-être pas pour le garder longtemps. Il le gardera si longtemps que c'est devenu officiel maintenant. La famille de Pierre Plantard, ses descendants, s'appelle Pierre Plantard de Saint-Clair. Et personne ne peut leur en vouloir. C'est l'état civil qui leur a donné. Donc voilà. Donc c'est cette histoire bizarre, j'allais dire, d'Arsène de Saint-Clair qui écrit un livre au XIXe siècle, qui est un plagiat, qui est un faux, puisque c'est la reprise d'un autre livre dont on tire la couverture, on met une nouvelle couverture et puis on le vend à la criée ou on le vend sur des étals. Hein, c'était la littérature populaire, ça s'appelle les livres à 5 sous, on vend comme ça. Donc là, il y a une escroquerie, hein, parce que Madame Corneille, elle, a effectivement déposé ses livres à la Bibliothèque nationale, il y a ces 2 exemplaires, mais quelqu'un a retiré les couvertures. Alors, ça, les couvertures, je ne dis pas que c'est Marie Harris qui les a retirées au XIXe siècle. Les couvertures qui ont été retirées à la Bibliothèque nationale, on ne sait pas quand elles ont été retirées. Les livres ont été déposés complets, a priori, puisqu'il n'y a pas les cachets sur les exemplaires. Alors, qui a retiré les couvertures pour peut-être informer un érudit de Magny-en-Vexin dont la bibliothèque a été ensuite abîmée par un dégât des eaux, emportée par un dégât des eaux? Là, je ne sais pas, mais j'ai quand même ma petite idée. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. Cette vidéo est, sur ces Templiers sont parmi nous est terminée. Elle a été longue à faire parce que je reçois des informations. Pendant que je tourne, je reçois des informations aussi que je dois recommencer ce que j'ai dit. Alors pas sur Pierre Plantard de Saint-Clair, mais sur les vidéos précédentes où je voulais être le plus précis possible. Donc voilà, sur Gisors c'est terminé. On va parler la prochaine fois de Nostradamus. Voilà. Je vous remercie. Il va y avoir une petite séquence que j'avais enregistrée pour passer au début, mais je vais passer à la fin, de remerciements. Et ensuite un générique de fin, et voilà, et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, à bientôt. Alors ensuite, je voudrais remercier, alors il y a pas mal de gens, mais bon, je ne les ai pas remerciés au cours des deux vidéos précédentes, donc je vais le faire, bon c'est rapide. Hein. Isabelle Gérard du service des archives de Gisors, les archives de Versailles, en fait tout le monde là-bas, Joël Godard, François Levé, Jacqueline Briand,
qui est secrétaire de la Société historique et géographique du bassin de l'Eppe. Merci à François Lange, à Patrick Monsior, merci à Jean-Pierre Monteil, qui fut l'ami et l'éditeur de Gérard de Sède, et également un grand merci à Franck Dafos. Tous les gens qui m'ont aidé, soit en me fournissant des documents, soit en m'orientant, soit en me donnant des informations. Merci, grand bravo à la chercheuse Masquet, elle ne veut toujours pas qu'on dise son nom, pour son travail de décryptage, de la dédicace des Templiers sont parmi nous, et vous verrez, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Merci aussi à René Milon. Alors René Milon, c'est un collègue de Gérard de Sède, ils travaillent ensemble à l'AFP. René Milon vit encore, il vit encore, il a très très bien connu Gérard de Sède, et c'est René Milon qui a été chargé par Gérard de Sède d'aller photographier la chapelle Sainte-Catherine au musée des arts décoratifs à Paris, celle dont on va parler. Et René Milon nous a fourni le négatif, une photo du négatif de la photo qu'il a faite en 1980. Donc merci beaucoup à René pour ce document qui est exceptionnel. Ça nous a permis exactement de savoir, de connaître la position de Gérard de Sède sur ce document, sur cette gravure. Et alors merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ces vidéos.